10 septembre 1990, soir. C'est si invraisemblablement écrasant ou résistant. C'est le temps du miracle, M majuscule, ou de la mort. Je pense à la totalité terrestre. La vraie, en italique, force noire, elle est chez Bush. Je veux dire, le trône du Seigneur des nations. Saddam, c'est simplement un de ces musulmans, comme pas mal d'autres, à la porte de l'Inde avec des armes américaines. Je n'ai jamais rien vu de plus sordide et hypocrite que cette mafia, M majuscule, américaine et mondiale, des armes, pétrole, finance. Le trio putride. C'est cela le Red Evening of the West dont parlait Sri Aurobindo il y a 84 ans, le soir rouge de l'Occident. Cette fluidité écrasante est un grand mystère. Ça pourrait écraser un tank, et ça passe à travers le corps, sans rien casser. 12 septembre 1990. Indian Express, 11 septembre. Un commerce florissant. En dépit des risques manifestes de la crise au Moyen-Orient, celle-ci pourrait pourtant bien comporter des à-côtés avantageux pour certaines régions, en particulier les États-Unis. Tandis que Washington s'est érigé en force modérée, entraînant la communauté mondiale dans ses initiatives contre le despotisme, l'industrie militaire américaine peut nourrir l'espoir d'être sauvée de restrictions budgétaires imposées par le gouvernement. L'administration Bush a répondu positivement à la demande de l'Arabie saoudite de lui fournir des armements à hauteur de 2,5 milliards de dollars pour écarter un assaut lancé contre elle par les forces irakiennes. En conséquence, des armements des plus sophistiqués sont en train d'être transbordés à Riyad malgré les protestations d'Israël qui craint qu'elles ne puissent être utilisées contre elle dans un futur conflit avec les Saoudiens. En guise de compensation, les États-Unis ont offert de fournir pour 1 milliard de dollars d'armements supplémentaires à Tel Aviv. La situation explosive dans le Golfe, quelles qu'en soient les conséquences, pourrait renforcer la résolution des États de la région à s'armer adéquatement, faisant monter une course aux armements dans cette partie du monde. L'industrie militaire américaine, qui a fait ses preuves, en sera vraisemblablement un bénéficiaire. Cette nouvelle insuffle un nouvel espoir pour la survie de l'avion de combat le plus efficace au monde, le F-16 Fighting Falcon, choisi par 18 forces militaires aériennes dans le monde, dont celle du Pakistan. Ce monomoteur de combat a soulevé un intérêt considérable chez les Saoudiens et les autres nations arabes grâce à ses démonstrations de vol spectaculaires au-dessus du golfe Persique, où il a fait admirer sa manœuvrabilité et sa capacité infaillible à accrocher ses systèmes d'attaque sur les avions ennemis. Et de fait, ces exercices sont devenus un véritable hit parmi les téléspectateurs au Moyen-Orient, qui ne se lassaient pas de regarder les séquences sur les capacités de cet avion de combat léger. Le Pakistan a intégré 111 F-16 en 3 étapes depuis octobre 1982. Le dernier lot de 60 avions, pour lequel un contrat a été signé en septembre dernier, étant équipé du radar de contrôle de tir APG-66 extrêmement sophistiqué. Ce radar possède un système SAM destiné à améliorer la conscience situationnelle du pilote. Il donne au pilote la capacité de suivre une cible tout en surveillant jusqu'à 63 autres cibles.
Parmi les autres pays qui ont acquis les F-16 se trouvent l'Indonésie, la Thaïlande, Bahreïn, Israël, la Turquie, la Corée du Sud, Singapour, l'Égypte, la Grèce, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark. Les premiers F-16 avaient été choisis pour avions de combat par les forces aériennes américaines en janvier 1975. Le tout premier était sorti en octobre de l'année suivante. À ce jour, il compte plus de 2 millions d'heures de vol. Exactement ce que je disais. Vive la guerre, c'est un bon business. Je me souviens qu'un jour, il y a 10 ans exactement, à la porte de Land's End avec Frédéric de Tovarniki qui me parlait de ces vilains Russes, j'avais soudain vu imaginer une sorte de cartoon montrant un câble transatlantique et souterrain qui partait du Pentagone et aboutissait quelque part dans l'Oural. Et alors, avec de l'air comprimé, les gens du Pentagone gonflaient un énorme monstre qui grandissait là-bas, et ils s'écriaient « Voyez, voyez, cet affreux monstre! Il nous faut être armés jusqu'aux dents pour résister à ce péril. Il nous faut des avions, il nous faut des tanks, il nous faut des armes et des armes. C'est affreux, nous sommes en péril mortel. » Bon. Et puis le monstre s'est dégonflé. Et maintenant, ils ont trouvé un autre monstre quelque part à Bagdad. Et si celui-là se dégonfle, ils trouveront un monstre de rechange. Mais le business continuera. Si, en italique, Sri Aurobindo et Mère ne trouvent pas que cette fois-ci, ça suffit, en lettres capitales. 13 septembre 1990, Indian Express, 12 septembre. Les capitaux de l'émir. Washington, 11 septembre. Le ministre des Finances du gouvernement koweïtien en exil a déclaré dimanche à Taïf, Arabie saoudite, que le gouvernement en exil avait maintenant la pleine gestion de plus de 100 milliards de dollars de capitaux étrangers de par le monde, lesquels avaient été gelés à la suite de l'invasion irakienne. Avant l'invasion, le Koweït gagnait au moins 6 milliards de dollars par an en dividendes et revenus de ses investissements à l'étranger. The Hindu, 12 septembre. M. Baker a déclaré hier soir au ministre des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles que les USA accueilleraient volontiers des forces terrestres supplémentaires des membres de l'OTAN, que même une force symbolique ferait l'affaire pour montrer leur solidarité. Derrière cette déclaration, on perçoit la préoccupation des États-Unis devant l'escalade du coût de l'opération Bouclier du désert, dont on s'attend à ce qu'il s'élève à 17 500 millions de dollars au terme de l'année budgétaire 1991. M. Baker a affirmé que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le gouvernement du Koweït en exil avaient promis 12 000 millions de dollars pour faire face aux dépenses. Une moitié couvrirait les frais du déploiement militaire américain en Arabie saoudite, et l'autre serait utilisée pour soutenir des pays comme l'Égypte et la Turquie, sur lesquels l'embargo contre l'Irak pèse très lourd. Une aide à la Jordanie, le pays le plus durement touché parmi les pays arabes, les États arabes, reste à être annoncée. Avec le prix du pétrole, qui a encore grimpé de 10 dollars, l'Arabie saoudite gagnera plus de 36 000 millions de dollars. On s'attend à ce que cet argent soit recyclé et serve à couvrir les frais des opérations militaires. Les fripouilles mondiales. PS, Indian Express, 2 octobre. Nations Unies, 30 septembre. Dans un effort international sans précédent pour mettre fin à l'infamie que constitue le décès de 40 000 enfants par jour, les chefs de gouvernement de plus de 70 pays se sont engagés solennellement dimanche à donner une haute priorité aux droits des enfants, à leur survie, leur protection et leur développement.
Indian Express, 5 octobre. Le premier sommet mondial pour l'enfance aux Nations Unies, dimanche dernier, a réussi à montrer combien il était nécessaire d'agir en faveur des enfants et combien peu est fait pour eux. Quand les pays du tiers-monde augmentent leurs dépenses pour la défense en opérant des coupes dans les budgets pour la santé et l'éducation, et quand le chef de file du monde occidental, les États-Unis, détient le plus haut taux de mortalité infantile parmi les pays développés, quelque chose ne va vraiment pas dans les priorités des dirigeants politiques. Le sommet lui-même est un exemple de fausse priorité. Le coût, estimé à 5 millions de dollars, pour rassembler à New York 71 présidents, premiers ministres et monarques, ainsi que des représentants de quelques 80 autres gouvernements, pourrait être considéré comme de l'argent bien dépensé si l'aveuglement et les discours creux avaient au moins en partie cédé le terrain à l'engagement financier requis pour faire face aux besoins des enfants dans le monde. Au lieu de cela, c'est un programme d'action grandiose, englobant tout, de l'éducation, de la faim, de la famine et de la maladie, en passant par l'éducation des enfants et des femmes jusqu'au planning familial et à la prévention des conflits armés, qui a été adopté. Ce sont des causes valables et qui l'ont été depuis les premières décennies du siècle. Sur les milliards de dollars requis pour mener à bien ce véritable programme global pour la paix et le développement, rien n'a été dit. J'ai découvert péniblement ce matin une abominable et stupéfiante, en italique, contagion physique, en italique. Je ne veux pas donner de détails, mais jamais je n'aurais imaginé pareille contagion instantanée. Tout mon corps était désorganisé, bloqué, cramponné, bouché. Je suis stupéfait. Au bout de 10 minutes, j'ai dû arrêter mon travail. Le corps était comme envahi par quelque chose de complètement étranger qui brouillait et faussait tout son rythme propre. À ce point, c'est ahurissant et douloureux. Vraiment comme si mon être physique, les muscles et les tendons, la respiration, le fait purement physique, était devenu différent, en italique, de celui des autres êtres, à part Sujata. Je n'en reviens pas. Mes yeux restent tout écarquillés par cette découverte. C'est aussi un avertissement que l'on me donne. Mais alors, mère, Sri Aurobindo, au milieu de tout ça, on comprend que l'on attrape certaines crasses psychologiques ou certaines vibrations perverses, certaines mauvaises volontés, mais ça, cette osmose corporelle instantanée, comme s'il n'y avait plus rien pour se défendre, et une contagion qui vient de gens très gentils, en italique, très dévoués, très clairs même. Mais le physique est comme différent. Comme si j'avais une autre sorte de corps, ou comme si mon corps était fait d'une autre substance. Mon type d'énergie n'est plus du tout le type d'énergie des humains. Alors c'est comme si l'on entrait dans un étranglement. Tout est bouché au niveau du cou et des clavicules. Une autre sorte de corps, et pourtant toutes les apparences sont les mêmes. Cela me rappelle la vision de Micheline. J'ai demandé à X de me retrouver ce texte d'une lettre de Micheline du 29 septembre 1989. PS. La nuit du 26 au 27 septembre 1989, qui a suivi la signature du contrat de la révolte de la Terre, j'ai vu Satprem. Il était très jeune et transparent. Enfin, ce n'est pas le mot, car le corps était très matériel, plutôt translucide, avec un regard très intense et beaucoup d'amour.
Je ne me souviens malheureusement pas des détails et des circonstances, seulement le fait qu'il me donnait la clé de sa chambre et que j'avais la permission d'y aller. Je m'y rendais souvent et y passais de longs moments, et c'était très doux et très léger. Une présence très vivante, et Sujata était là aussi, très présente. Voilà. Bien sûr, je pense beaucoup à elle. Qu'est-ce que c'est que ce corps translucide et pourtant matériel, en italique? La nouvelle matière. On s'agite avec des futilités et puis il y a cette adoration en lettres capitales de l'éternel qui est là. Le mantra, Gayatri. J'avais mis la cassette pour nettoyer l'atmosphère. J'ai cru que j'allais éclater en sanglots. Alors tout l'être crie en lettres capitales. Je suis là pour ça. Une adoration en lettres capitales. Absolue. Totale. Dans ces secondes-là, on dirait que toute la vie est emportée par un raz-de-marée divin. Cette nuit du 12 au 13, j'ai vu ceci noté dans mes bouts de vision. Vu un très grand voilier, ou ce qui me semblait tel, qui virait un cap ou le bout d'un quai, mais alors à raser le quai ou le cap, comme une acrobatie d'un parfait barreur au millimètre près. Je ne voyais que l'étrave du voilier et un bout de son flanc de bâbord, et j'étais frappé parce qu'il semblait avoir plusieurs ponts, certainement 3 ponts, ce qui me fait dire que ce devait être un très grand voilier. La coque était blanche. Ce virage était extraordinaire d'habileté et de maîtrise, quand on sait ce qu'il faut pour manœuvrer un voilier de cette dimension. On aurait presque dit que le barreur s'amusait à faire un pareil tour d'acrobatie, à raser le quai ou le cap, et un virage abrupt au millimètre près. Un barreur de premier ordre. Ce doit être Sri Aurobindo. Je me souviens, c'était le 30 mars 89, si la notation est correcte, noté le 9 avril 89, j'avais vu un superbe 3-mâts en cale sèche, tout paré, qui attendait le flot pour mettre les voiles. Est-ce le même? On va virer le cap. Quand la porte de l'âme s'ouvre, on est tout à fait comme un enfant perdu dans ce monde obscur. Et alors on sait tellement qu'on vient d'ailleurs, qu'on est d'ailleurs. C'est cet ailleurs qu'il faut faire entrer ici, en lettres capitales. 14 septembre 1990. C'est une sorte d'anniversaire aujourd'hui. Il y a 100 mois que j'ai commencé ce yoga. Encore une énigme cette nuit. Conversation avec Sujata. Le grand voilier vire un cap, les fondamentalistes du business et d'Allah. Alors nous sommes, Sujata. Aujourd'hui, les 100 mois de travail et de Doom. 100 mois. Oui, vous pensez. Oui, 100 mois. 100 mois. Ce n'est pas croyable. Le 14 septembre, 14 mai 82 au 14 septembre 1990. Ce n'était pas cette nuit, c'était la nuit d'avant-hier à hier, la nuit du 12 au 13 septembre. J'ai encore vu un tournant, un virage. Cette fois-ci, c'était comme un très grand voilier dont je ne voyais que l'étrave. Qu'est-ce que c'est l'étrave? L'étrave, c'est l'avant du bateau. Et je voyais l'étrave. C'était un très grand voilier parce que
J'ai vu juste un tout petit bout du flanc de la coque. C'était de couleur blanche. Il y avait au moins 3 ponts. 3 ponts, c'est-à-dire les decks. C'est-à-dire que c'était un très grand voilier. Mais je ne voyais vraiment que l'étrave. Et alors ce voilier virait un cap ou bien un quai, le bout d'un quai, je ne sais pas très bien. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'il virait ce cap à le raser au millimètre près. Quand on est marin et qu'on comprend qu'un bateau c'est volage, n'est-ce pas? Il suffit d'un souffle ou d'une vague, c'est quelque chose qui a besoin d'air, comme on dit, pour naviguer. Alors si tu t'amuses à frôler, juste vraiment à frôler au millimètre ce cap ou ce quai, j'étais éberluée en italique. Et j'ai dit, mais quelle acrobatie! C'est surtout ça. Le marin qui regardait ça et qui s'est dit, quelle acrobatie! Ce devait être un barreur formidable pour virer ce... Je ne sais pas si c'était un cap ou un quai. Il virait, n'est-ce pas, à raser ce cap ou ce quai au millimètre près. Un très grand voilier. Ce n'est pas pensable pour un marin. Tu peux avoir des précisions avec une voiture, mais avec un voilier et un grand voilier, faire un truc pareil, c'est assez fantastique. C'est acrobatique. J'avais presque l'impression qu'il s'amusait à faire un truc pareil, que celui qui barrait s'amusait à faire un truc pareil. Je n'en sais rien s'il s'amusait, mais enfin, c'était d'une habileté. Ce n'est que le divin qui peut faire un truc comme ça. Et il n'y a que Sri Aurobindo qui peut faire des trucs pareils. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Est-ce qu'on va virer un cap? Silence. Tu viens d'écouter la BBC? Oui, la BBC disait que le ministre des Affaires étrangères en France, à Paris, a dit qu'à 7 heures ce matin, heure locale, probablement, les soldats irakiens sont entrés dans la résidence de l'ambassadeur et ont pris 4 personnes qui habitaient là, probablement qui avaient pris refuge là, et que parmi les 4, il y avait l'attaché militaire. Rire. Alors, la France a appelé l'ambassadeur irakien. Ils sont tous indignés. Sujata riant. Mais oui, disant, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et l'ambassadeur d'Irak a dit, je ne suis pas au courant des choses, je ne sais pas, je vais transmettre vos papiers, vos protestations là-bas. Et puis, vous savez ce qu'ils disent. Ensuite, la BBC, évidemment, interviewait le spokesman, porte-parole, du ministère des Affaires étrangères français et aussi l'ambassadeur d'Irak. Alors, l'ambassadeur d'Irak a dit « Mais pourquoi tout ce brouhaha? Ce ne sont plus des, comment dire, des installations sacrées, n'est-ce pas? À Koweït, il n'y a plus d'ambassade, alors qu'est-ce que c'est ?» Et le porte-parole des Affaires étrangères lui a dit « Ah, pardon, il y a une différence entre le consulat et la résidence. Et c'était dans la résidence que c'est arrivé. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes des gens civilisés. Nous ne pouvons pas couper l'électricité et l'eau. » Rire. L'ambassadeur d'Irak à Paris a répondu. Rire. We are upholders of law, of international law. Nous sommes les défenseurs de la loi internationale. Upholders of business. Ils sont tous indignés. Alors la BBC a posé la question à l'ambassadeur d'Irak. Mais pourquoi tombez-vous sur l'ambassade de France, du Canada, des Pays-Bas? Il paraît qu'hier, il y avait aussi des choses à l'ambassade des Pays-Bas. Que les Irakiens sont entrés et ont pas un peu, ils ont fouillé les choses, etc. Mais ils n'ont emmené personne. Et ces 4 Français, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Alors, d'après l'ambassadeur de France aux Nations Unies, que la BBC a interviewé, les Irakiens sont en train de voir jusqu'où ils peuvent aller. C'est ça, parce que hier,
Satrem riant. Et les Américains, ils ne sont pas en train de voir jusqu'où ils peuvent aller? Et jusqu'où les Américains, les Irakiens peuvent aller sans indemnes, n'est-ce pas? C'est ça qu'ils essayent de voir. Et puis juste hier, le Conseil de sécurité a finalement décidé de permettre que de la nourriture soit envoyée par les Indiens et les autres pour leurs citoyens qui se trouvent à Koweït. Il y a un bateau qui part, qui va arriver peut-être dans 5 jours. Mais voilà, c'est vraiment le brinkmanship, la politique de la corde raide. Oui, oui, il n'y a aucun doute que les Américains veulent la guerre. Et ils veulent tous la guerre. Ils veulent à tout prix défendre leur grand business et leurs millions de dollars. Les millions de dollars, les Japonais les ont doublés. Ils veulent maintenant donner, ils sont d'accord pour donner 2000 millions, vous savez. C'est la guerre du business, ma douce. Et puis les Allemands, parce que ce James Baker est en Syrie pour rencontrer Assad, et ensuite demain, il va arriver en Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne va donner des... Satrem riant. Des armes chimiques. Peut-être, mais ils vont donner des quantités de bateaux et de tanks, etc. Vous savez, des quantités. Qui est trompé là-dedans, hein? Tout le monde. Tout le monde. Et qui défend-on? Qui défendent-ils? Quoi défendent-ils? Le billionnaire, rire, l'émir de Koweït. Tu te rends compte, un petit émir, il a seulement 100 millions, 100 milliards de dollars d'assets de capitaux, le petit émir. Alors qu'est-ce qu'ils défendent, les Américains? C'est simplement du business le plus sordide. Les armes, le pétrole, les finances. Voyons, ce voilier à 3 ponts. Je ne sais pas. Silence. Qui voit clair là-dedans? Si les Occidentaux m'entendaient, ils seraient horrifiés. Mais j'ai écrit l'autre jour, je l'ai écrit parce que ça, c'est la réalité. J'ai écrit, j'ai dit, entre les fondamentalistes du business et les fondamentalistes d'Allah, je ne saurais quel diable choisir. Je crois que Sri Aurobindo et Mère vont écrabouiller ces fondamentalistes, ces sordides, en italique, fripouilles mondiales. Silence, c'est tout. 15 septembre 1990, bulletin d'information de la BBC, 15 septembre. L'Arabie saoudite a officiellement demandé au Congrès américain l'autorisation d'acheter pour 20 milliards de dollars d'armements américains, y compris des bombardiers F-16, des missiles, etc. L'Arabie saoudite a déclaré que, si elle avait suffisamment d'armes, la présence des troupes américaines ne serait plus nécessaire pour assurer la défense de ses frontières. Si le Congrès américain donne son aval, ce sera la plus grande vente d'armes jamais vue par les Américains. Les fondamentalistes du business et d'Allah sont d'accord. Vital issues are at stake, dit Bush. Des questions vitales sont en jeu. Lesquelles? L'écrasement de plus en plus, inimaginable. Et la résistance infernale. Il n'y a plus rien à dire. Voyons le dénouement. 16 septembre 1990. The Hindu, 16 septembre. Pour 20 milliards de dollars d'armes américaines à l'Arabie saoudite. Washington, 15 septembre. Le Pentagone a annoncé ce qui est probablement le plus gros marché d'armes dans l'histoire du monde. Les avions, tanks, missiles et autres équipements, ainsi qu'une assistance technique sur plusieurs années pour une valeur de 20 milliards de dollars à l'Arabie saoudite. Les Saoudiens s'en acquitteront
grâce aux milliards supplémentaires que va rapporter la hausse du prix du pétrole, ce qui veut dire que les marchands d'armes américains vont siphonner les profits pétroliers saoudiens avec cette vente d'armes. Cela va donner un coup de fouet à une industrie qui vacillait sous l'impact des compressions budgétaires. Les États-Unis se sont également engagés à fournir à l'Égypte et à Israël une décoction d'armes à grande échelle, mais ces transactions seront différentes. En pratique, les États-Unis paieront pour eux. La transaction avec les Saoudiens se fera en paiement comptant sur le baril. La vente excède de milliards de dollars les ventes à Riyad qui avaient été annoncées auparavant, lesquelles étaient elles-mêmes considérables par rapport à la norme, et reflètent l'empressement de l'administration Bush à se servir de la crise du Golfe comme d'une occasion de vendre aux Saoudiens des armes qu'ils voulaient depuis des années, comme le disent les médias américains. La semaine dernière, des fonctionnaires du gouvernement avaient déclaré que les États-Unis prévoyaient de vendre à l'Arabie saoudite des blindés et des milliers de camions dans le cadre d'un contrat d'armement d'un montant de 8 milliards de dollars. L'annonce d'hier élargit cette transaction à des avions de combat F-15, des missiles solaires Patriot, des hélicoptères anti-tanks Apache et probablement des lance-missiles mobiles. Des pièces de rechange, des formations et l'entretien des équipements sont également compris. Une aubaine. Le New York Times écrit « La vente, qui doit être payée comptant par les Saoudiens, représente une aubaine pour l'industrie militaire aux États-Unis, lesquels, jusqu'à la crise de l'invasion du Koweït par l'Irak, s'attendaient avec amertume à des compressions des dépenses du Pentagone. On pourrait appeler cela la loi du soulagement de l'industrie de la défense de 1990, a commenté un haut conseiller du Congrès qui exprimait sa stupéfaction devant l'ampleur de la vente. Même des officiels du Pentagone ont exprimé leur surprise devant l'échelle de cette vente d'armes.